Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Mathias Fekl, avocat et ancien ministre de l'Intérieur, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Le travail, pourquoi faire ?» Il est ainsi chapeauté. C'est une question qui se décline à l'infini. À quoi sert-il de travailler ? Le travail a-t-il un sens ? Le travail nous rend-il heureux ? Notre avenir est-il dans le travail, dans moins de travail ? Ou le travail est-il sans avenir parce que l'intelligence artificielle, l'automatisation ou le revenu universel viendront demain le vider de sa substance ? Le 1 vient de perdre l'un de ses deux fondateurs, qui a été aussi l'un des deux soutiens de cette émission dès son origine, Laurent Grelzamer, et je lui consacrerai tout à l'heure ma brève. Nous mettrons en ligne mercredi la suite du bada de la série « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné » avec Constance Rivière, directrice du musée de l'histoire de l'immigration, et romancière qui vient de publier « La vie des ombres » où elle suit les pas du cinéaste Frédéric Wiseman à la découverte de l'Amérique des invisibles, de l'Amérique des marges, de celles et ceux qu'on ne voit plus, à force de les croiser tous les jours. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 3 décembre. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, un compendium. Vous pouvez vous y abonner gratuitement, vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Et mine de rien, la fin de l'année approche et les prochaines semaines peuvent être très utilement mises à profit par celles et ceux qui souhaitent nous apporter leur contribution. Elle sera défiscalisée à hauteur de 66%. Votre soutien financier est le nerf de la poursuite de nos conversations. Venons-en maintenant au premier de nos deux sujets, le projet de loi sur l'immigration. Promis par Emmanuel Macron durant sa campagne de 2022, présenté en 2023 en Conseil des ministres le 1er février, le projet de loi immigration a commencé son parcours au Sénat à la mi-mars 2023. Les sénateurs de la commission des lois avaient alors considérablement durci cette première mouture. Sur fond de grogne sociale sur la réforme des retraites et face à ce détricotage du Sénat, après plusieurs mois d'hésitation, le texte, toujours décrié à gauche comme à droite et contesté par les associations de défense des exilés, a finalement repris lundi au Sénat son parcours parlementaire. En présentant les contours de la loi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a résumé ainsi l'esprit, je cite, « être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils ». Depuis la Seconde Guerre mondiale, le pays a connu en moyenne une réforme migratoire tous les 2 ans. L'actuel projet de loi devrait être le 30e texte sur l'immigration adopté depuis 1980. La multiplication par 3 des flux migratoires en Méditerranée l'an passé, comme le récent attentat terroriste d'Arras, ont poussé l'exécutif à légiférer une fois de plus, 5 ans seulement après la précédente réforme, celle de Gérard Collomb. Le projet de loi visant à contrôler l'immigration et à améliorer l'intégration vise notamment à expulser en priorité les étrangers délinquants, réformer le système d'asile, donner un tour de vis aux dispositifs de santé et de regroupement familial, mais aussi régulariser certains travailleurs sans papier. Dans une chambre contrôlée majoritairement par la droite, les sénateurs ont adopté l'instauration de quotas avec le principe d'un débat annuel au Parlement pour fixer les plafonds d'immigration pour certains flux, ainsi qu'un durcissement des conditions du regroupement familial. Mardi, les centristes et les républicains se sont accordés sur la suppression de l'article 3 qui visait à régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Il s'agissait d'une ligne rouge pour la droite sénatoriale et la suppression de cet article 3 se ferait toutefois en échange de quelques concessions de la part de la droite. Si les républicains et centristes se sont accordés sur un nouvel article qui durcit les conditions de régularisation par le travail, il laisse le pouvoir décisionnaire au préfet. Les sénateurs LR ont également voté le rétablissement du délit de séjour irrégulier et supprimé l'aide médicale d'État remplacée par une aide médicale d'urgence plus étroite.
Mercredi, ils ont supprimé l'automaticité de l'accès à la nationalité à leur majorité pour les jeunes nés en France de parents étrangers, en exigeant que ces jeunes demandent désormais explicitement à devenir français s'ils veulent être naturalisés. Selon une étude OpinionWay pour le quotidien Le Parisien, 87% des sondés estiment qu'il faut changer les règles relatives à l'immigration, et le sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro indique que 78% se disent favorables au texte porté par le ministre de l'Intérieur. Les débats doivent durer jusqu'au 14 novembre, jour du vote solennel. L'Assemblée nationale devrait ensuite examiner le texte en décembre si le calendrier est maintenu. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Philippe vient de rappeler qu'on était quand même à la 30e loi en l'espace de 40 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que cette question est pour le moins compliquée et qu'on a beaucoup de mal à essayer de trouver les bonnes positions, les bonnes solutions. Et on en a fait une déjà, effectivement, rappelée au début du mandat du premier mandat du président de la République. Et puis, on remet ça de nouveau sur la table. Et avant même qu'on sache vraiment son contenu, on était déjà dans un débat ou dans une confrontation, parce que ça ressemble plus à une confrontation qu'à un débat. Et je me disais, décidément, Jean-Marie Le Pen, quand dans les années 80, début des années 80, il a fait de l'immigration le marqueur de son combat politique, de son nouveau combat politique, il s'était vraiment pas trompé. Je dois dire qu'à l'époque, travaillant en Seine-Saint-Denis, je comprenais pas et je sous-estimais complètement combien ce thème allait pouvoir, je vais le dire, empoisonner une partie du débat français. Alors, pour le moins, c'est une question qui est vraiment difficile. Moi, j'y vois trois axes. Il y a les besoins. Parce que beaucoup reconnaissent qu'on a besoin de ces travailleurs et qu'ils participent à l'économie française. Il y a les principes, c'est-à-dire accueillir les réfugiés, la patrie des droits de l'homme, donc il y a tout un discours là-dessus. Et puis, il y a le ressenti. Et ce ressenti, il a une caractéristique, c'est qu'il a surtout démarré dans les endroits où il y avait effectivement des populations nombreuses d'origine étrangère, parfois françaises, mais beaucoup de nos concitoyens voient toujours les descendants d'immigrés naturalisés, nés en France et ayant la nationalité française, ils les perçoivent quand même encore toujours plus ou moins comme des étrangers, ce qui est effectivement un vrai problème. Puis Philippe a dit aussi, oui, mais plus de 75% des Français trouvent que effectivement cette loi, je suis pas sûre qu'ils la connaissent très très bien dans le détail, mais ils sont plutôt d'accord avec ce qui est dit. Pourquoi ? Parce qu'on annonce plus de fermeté, déjà. On va pouvoir en renvoyer plus, voilà, parce qu'elle sera ferme avec les délinquants. Et ce qui est intéressant, c'est y compris les électeurs de LFI sont favorables à cette disposition, et ça me semble assez intéressant. Il l'espère efficace, plus efficace en tout cas. Et puis, il trouve aussi que il faut vraiment faire quelque chose, ça suffit comme ça. Bon, il commence à en avoir trop. Ce problème, il n'est pas que chez nous. Prenez le cas du Danemark, où on a quand même un pouvoir socio-démocrate qui a pris des décisions beaucoup plus radicales que ce qu'il y a dans cette loi. L'Allemagne qui revient complètement sur sa position avec une partie d'extrême droite, l'AfD, qui est maintenant à plus de 20% et qui continue à monter. La Suède, qui, là aussi, après avoir beaucoup accueilli, est passé de 10% d'étrangers à 20% dans un laps de temps court. La France aussi a vu son nombre augmenter. De 7%, on est passé à plus de 10% sur un laps de temps assez court. Donc, il n'est pas question de dire qu'il n'y a aucun problème, que tout va bien, Madame la Marquise, et que les autres sont vraiment des affreux à ne pas vouloir les accueillir. C'est, je crois, un vrai problème. Et on était parti sur l'idée, au départ, du ministre de l'Intérieur, Darmanin, mais aussi du ministre du Travail, Dussopt. Je me souviens, en février, c'était ça. Or, j'ai l'impression que le travail a complètement disparu. Dussopt est aux abonnés absents, on ne l'entend plus du tout. Et cette question du travail me semblait effectivement un moyen
plutôt intéressant et intelligent de poser vraiment le problème. Et le deuxième silence que je trouve, pour ma part, scandaleux, c'est celui du patronat, c'est celui du MEDEF. Il est d'un silence assourdissant. Il l'a été sur les retraites, de la même façon, et il l'est encore cette fois-ci, alors qu'il est le premier bénéficiaire, tout au moins dans certains domaines, de cette arrivée de travailleurs illégaux ou légaux d'ailleurs, dans les deux cas. Or, c'est d'autant plus surprenant qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu autant de demandes légales d'arrivée de travailleurs. C'est-à-dire, on est à 54 000. On a rejoint des chiffres qu'on avait dans les années, au milieu des années 70, mais avec une population qui a considérablement grandi. Donc, ça me semble quand même assez intéressant d'entendre ce silence absolument anormal de gens qui sont éminemment responsables de cette arrivée. Marc-Olivier Padis. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Béatrice à propos du ressenti. C'est-à-dire, la difficulté, c'est qu'on a le sentiment que c'est une loi qui est faite pour changer des perceptions et des ressentis, et donc qui ne porte pas sur des questions de fait, mais sur des représentations. Et donc, à partir de là, on a des propositions qui sont complètement irréalistes, comme celle du Sénat qui veut supprimer l'aide médicale d'État, alors que tous les responsables de santé expliquent que si vous voulez encombrer les services d'urgence, la première chose à faire, c'est de supprimer l'aide médicale d'État. Et le Sénat a demandé un rapport à Patrick Stefanini et Claude Évin, et donc Patrick Stefanini était quand même le directeur de campagne de François Fillon. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit inattentif par rapport à la question de l'immigration. Et il préconise de maintenir l'aide médicale d'État parce que c'est une protection pour tout le monde et que ça coûte plus cher de soigner au dernier moment des gens dont on a laissé développer la maladie que de les prendre en amont. Donc, c'est évident pour Patrick Stefanini, ça devrait l'être pour des sénateurs de droite. Sur le travail, je crois qu'effectivement, c'est un sujet central de cette loi. La situation actuelle, c'est qu'il y a des régularisations chaque année qui s'appellent au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dont une grande partie concerne le travail. Ces admissions sont faites sur la base de circulaires, en fait d'une circulaire qui a été prise par le gouvernement Valls en 2012, et donc qui, en fait, énonce un certain nombre de principes, mais une circulaire, d'un point de vue normatif, n'a pas la même force qu'une loi. Et donc, on a des écarts de mise en œuvre au niveau des préfectures et une possible remise en question qui sont en fait préjudiciables. On est dans une situation en fait d'appréciation discrétionnaire par les préfectures. Et donc, l'idée de la proposition, c'est de sortir de cette situation discrétionnaire. En outre, on a une difficulté, et c'est là aussi, je pense que Béatrice a raison de pointer le silence du patronat. On est dans une situation où pour régulariser un travailleur en situation irrégulière, c'est l'employeur qui doit faire la demande. Et donc le texte de loi, et donc il est possible que certains employeurs abusent de la situation et font miroiter à un travailleur la perspective de poser une demande de régularisation et surtout dans les mettant en tension, ils n'ont pas envie de voir partir des salariés qui font des tâches que personne d'autre ne veut prendre. Et donc, il y a quelque chose de malsain dans cette attitude. Et donc, le texte de loi permettrait au travailleur de faire lui-même la demande. Donc, ce serait quand même une chose intéressante de ce point de vue-là. Et la Première ministre, sur France Inter, quand elle a été interviewée cette semaine, a déclaré qu'elle était favorable au maintien de cet article 3, donc cette disposition sur la régularisation des travailleurs, en fait, qui ne ferait que reconnaître dans la loi ce qui existe déjà sous une forme de circulaire. Donc, c'est pas non plus une révolution incroyable. Le dernier point que je voudrais aborder, il me semble que le débat est d'une qualité très faible sur l'idée qu'il faudrait renvoyer davantage de personnes en situation irrégulière chez elles. Qu'est-ce que ça veut dire chez elles? Il y a deux règles. Donc, en fait, c'est les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, qui sont peu suivies des faits, mais pour des raisons simples. La première, c'est qu'il y a une règle juridique, c'est qu'on ne peut pas renvoyer chez elle une personne qui
risquerait de subir dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants ou non conformes à la sécurité des personnes. Et donc, il y a un certain nombre de pays vers lesquels on ne renvoie pas les personnes. Et d'autre part, comme on parle de personnes sans papier, on ne sait pas toujours vers quel pays les renvoyer. Et dans ce cas-là, il faut que les pays vers lesquels on souhaite renvoyer ces personnes les acceptent et donc éditent un laissez-passer consulaire. Or, les pays avec qui on discute, la plupart du temps, sont de mauvaise volonté, ne veulent pas, y compris l'Algérie, y compris le Maroc. Et donc, si les laissez-passer consulaires ne sont pas délivrés, on ne peut pas renvoyer les personnes. Et donc, c'est un discours absolument vide de sens de dire il faut davantage d'effectivité aux OQTF, parce que tout ça est une question de diplomatie migratoire sur lesquelles nous n'avons pas, à nous seuls en tout cas, prise sur les décisions. Nicole Niesotto. Oui, je vais embrayer sur ce que vient de dire Marc-Olivier Padis. Les pays d'origine n'acceptent pas en général, je dirais, sauf si on les paye. Et c'est un des points qui permet effectivement de régler la question des migrations, c'est les partenariats que l'on peut faire avec un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément des dictatures, qui ne sont pas non plus des pays d'état de droit, mais qui sont contents d'avoir de l'argent pour garder ou pour réaccueillir des clandestins dont on ne veut pas chez nous. Et là, c'est le premier décalage que je voudrais souligner. Le premier décalage, c'est entre cette loi et ce qui se passe au niveau européen, où depuis 2019, la Commission et les États membres négocient un pacte appelé Pacte sur les migrations et l'asile, dans lequel les partenariats seront étendus avec les pays tiers pour effectivement les relocalisations de clandestins qu'on ne veut pas sur notre territoire, dans lequel il y a également de la part de la Commission une proposition que j'ai toujours trouvée excellente, qui était celle de relocaliser les réfugiés ou les clandestins arrivés sur le territoire européen dans les différents pays. Alors, ça a été refusé en 2015 par la Pologne et la Hongrie, mais là, la Commission est plus subtile, c'est-à-dire si un État ne veut pas accepter une part des réfugiés, il pourrait manifester sa solidarité, soit en payant pour le retour, soit en finançant des camps ou des abris pour ces personnes. Mais ce qui me frappe, donc je ne développe pas le côté européen, ce qui me frappe, c'est que la France a son 30e projet de loi sur l'immigration complètement coupé de la réalité européenne. Et ça, c'est vraiment, pour moi, totalement incompréhensible. Et donc, du coup, quand Ciotti fait une proposition de révision de la Constitution en disant dans l'article 35 ou 33, je ne sais plus, eh bien, il faut rétablir l'autorité de la loi nationale sur la loi européenne, comme si les Français étaient soumis à une loi européenne qu'ils ne connaissent même pas, enfin, qu'ils ne discutent même pas. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième décalage, qui me paraît fondamental, et que Béatrice a soulevé avec raison, c'est celui entre l'enjeu et la réalité. La question de la migration, c'est le problème majeur pour les 5, 10, 20 années à venir, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de ses partenaires européens. Et quand on regarde les chiffres, j'ai regardé les chiffres de l'Union européenne, c'est catastrophique. Déjà, entre 2022 et 2021, la route des Balkans, que moi je croyais close, le passage par la route des Balkans a été multiplié par 3 en un an. Sur la route méditerranéenne, on est passé de 80 000 à 120 000 personnes par an. Donc, on est de nouveau dans une explosion des flux. Et donc, l'enjeu est maximal. Et au lieu de le traiter comme un enjeu collectif de la nation, on fait une petite loi avec des petites réformes. Je donne un exemple. On a effectivement d'un côté l'impératif économique, l'impératif démographique et l'impératif de solidarité qui nous oblige à l'ouverture. Et on a évidemment les préoccupations de sécurité, les capacités d'accueil, l'acceptabilité sociale qui nous obligent à la fermeture. Et la loi, j'ai relevé plein d'exemples de cette contradiction dans le projet de loi, par exemple, sur
l'article sur le droit la régularisation des travailleurs dans des emplois sous tension, ça c'est une contrainte économique, et la contrainte politique, c'est que l'opposition dénonce un risque d'appel d'air, si on les régularise tout le temps, ça va amener encore plus de réfugiés. C'est nous. Donc il y a une vraie contradiction entre la mesure économique et l'acceptabilité sociale, et au lieu de faire une grande conférence nationale ou comme, Macron a su le faire sur le climat ou sur la fin de vie, comment il appelait ça? Des conventions citoyennes. Autrement dit, de prendre le problème, de réunir l'ensemble du corps social, les députés, les partis, les syndicats, le MEDEF, et de faire de grandes consultations, y compris, au Congrès, pour après avoir un projet de loi global et cohérent. Au lieu de faire ça, on fait des mesurettes qui, de toute façon, seront contradictoires et seront donc critiquées par l'un ou l'autre des partis en présence. Matthias Fekl. Alors d'abord, c'est effectivement un débat européen et mondial. On sait très bien que dans les années à venir, ça va perdurer à cause de la démographie, à cause des situations économiques et sociales, à cause du changement climatique. Tout ça va avoir sur les migrations un effet majeur et durable. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'effectivement, on reste, y compris au niveau européen, beaucoup dans des cadres nationaux. J'ai passé quelques jours là à Berlin. Il y a exactement les mêmes débats, mais ils sont menés de manière très cloisonnée, en réalité, entre les pays, ce qui est dommage, en particulier pour le moteur franco-allemand. Alors, face à ça, il y avait d'abord une approche du gouvernement qui se présentait comme équilibrée. Je laisse chacun juge de savoir si cet équilibre était atteint ou pas, mais la phrase un peu caricaturale comme ça sur méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, au fond, je pense qu'elle reflète assez bien ce que les Français attendent, avec une grande générosité dans l'accueil, souvent, avec tout à fait une volonté d'intégration, mais avec aussi l'envie qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas de désordre, et puis qu'a fortiori, il n'y ait pas de terrorisme. Bon, donc la phrase, elle ne me semblait pas à rejeter comme ça, purement et simplement. Ensuite est intervenu le débat au Sénat, qui a, à mon avis, totalement fini de dénaturer les équilibres initiaux, à supposer encore une fois qu'il y a eu des équilibres. C'est vrai sur ce qu'a dit Béatrice à propos du travail, en supprimant, et Marc-Olivier, en supprimant les problématiques de régularisation, on crée en réalité des difficultés supplémentaires. Il y avait quelque chose qui était très bien, qui fonctionnait sous les années Jospin, qui était les régularisations un peu au fil de l'eau, au bout de 10 ans. Et ça permettait que ceux qui travaillaient, ceux qui prouvaient une présence et une forme d'intégration sur le territoire pendant de longues années, finalement se voient délivrer un titre de séjour. Ça a été supprimé et ça reste très préjudiciable. Et puis le deuxième déséquilibre, en plus de la honte que ça représente à mon sens, de suppression de l'aide médicale d'État et de l'absurdité concrète qui a été fort bien rappelée avant moi, ça, franchement, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est de la gesticulation. Alors, c'est vrai que les temps sont durs, que la misère se répand dans notre pays, mais quand les temps sont durs, il y a deux manières de faire. Il y a d'organiser ou d'attirer la concurrence entre les pauvres, pour parler de manière caricaturale. C'est les gens qui sont dans la difficulté, on leur dit de regarder à côté, en voyant que peut-être des gens profitent un peu, etc. Ou bien il y a d'essayer d'organiser une société juste. Et quand on regarde ce que représente l'aide médicale d'État, c'est-à-dire un peu plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard pour 400 000 bénéficiaires, je ne dis pas que c'est une somme négligeable, mais enfin, un pays comme le nôtre est parfaitement en mesure de supporter un coût pareil, surtout quand on sait les surcoûts que crée la suppression de cette aide, les engorgements des urgences, la dégradation de la situation sanitaire, même les risques d'ailleurs sanitaires pour le pays. Je crois que le ministre de la Santé a essayé de le rappeler, mais enfin, sa marge de manœuvre probablement sur le sujet n'est pas infinie. Et puis, le troisième point, sans doute le plus important, c'est qu'il me semble qu'avec tout cet activisme législatif, on passe à côté de l'essentiel. Moi, j'ai travaillé sur l'immigration dans 3 responsabilités différentes, comme magistrat administratif, où on fait énormément de contentieux des réfugiés et de l'immigration, du droit des étrangers plus généralement. En tant que parlementaire, j'avais fait un rapport au Premier ministre sur l'accueil des étrangers en France et aussi les reconduites, j'en reparlerai. Et puis ensuite à Beauvau. Alors, toutes ces lois, en réalité, à part déstabiliser un peu à chaque fois le système, elles apportent peu de choses.
Il y a besoin d'ajustements ponctuels. Par exemple, dans la loi actuelle, sur ce qui est durcissement, il me semble incontestable de pouvoir durcir les choses sur les délinquants et de ne pas garder en France des gens qui, même arrivés jeunes, commettent des attentats ou viennent tuer des professeurs, etc. Franchement, pas de problème, évidemment, bien au contraire, pour ajuster la loi là-dessus, parce qu'il y a besoin de le faire. Mais pour le reste, ce dont on a besoin en matière de politique migratoire, c'est moins de politique, plus de politique publique. C'est-à-dire moins de gesticulation, moins de mots, moins de travail sur les fantasmes ou les idées, les perceptions et l'idéologie en réalité, plus de travail sur l'administration et la manière dont ça se passe concrètement. C'est vrai pour l'intégration. On a besoin d'un effort massif là-dessus, que ce soit à travers l'apprentissage de la langue, le travail sur les valeurs partagées, la politique du logement, la ghettoisation à laquelle on assiste quand même dans des pans entiers de notre territoire, l'éducation. Donc ça, c'est des politiques publiques qui doivent être massivement mises en œuvre. Et puis c'est vrai aussi sur le volet répressif et la lutte contre l'immigration illégale. Aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs qui, en réalité, en droit en tout cas, permettent de faire les choses. Mais il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens humains et matériels qui sont mis à disposition. Il y a un problème de coopération avec les pays pour la problématique des laissez-passer qui rend vaine une reconduite à la frontière sur 2 parce que vous avez les forces de l'ordre qui interpellent, des gens qui sont placés en centre de rétention, plusieurs juges qui se prononcent sur la situation. Et puis à la fin, tout est annulé de fait parce qu'il n'y a pas de laissez-passer. Donc c'est sur ces sujets-là qu'il faut travailler. Alors c'est moins, sans doute à l'approche d'une présidentielle, c'est un peu moins porteur politiquement, mais c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que les gens, ils voient bien ce qui se passe dans la réalité. Et si vous avez des grands mots et une réalité qui ne change pas, vous contribuez encore un peu à la perte de crédibilité de la parole publique, qui me semble un des grands dangers de notre époque. Juste un tout petit mot sur l'idée de l'assimilation. Il y a une espèce de fantasme de l'assimilation des anciens immigrés, ceux qui venaient de différents pays d'Europe, par exemple, où comme ça, paf, du jour au lendemain, ils arrivaient et ils passaient d'Italiens du Sud à Français de la Beauce, ou à peu près. Il suffit de lire les mémoires des enfants de ces immigrés-là pour s'apercevoir que leurs parents n'arrivaient pas à apprendre la langue, qu'ils étaient poussés, etc. Ce qui est dommage, c'est que les petits-enfants ont parfois tendance à l'oublier. Il y en a un certain nombre qui ont aujourd'hui pignon sur rue et qui répercutent eux-mêmes sur l'immigration plutôt venue du Maghreb, ce que leurs propres grands-parents ont subi. C'est un grand classique, je crois, mais c'est très triste. Béatrice Gibert. Moi, je voudrais... Mathias vient me parler du logement. Il faut savoir que quand même, dans le logement social, 1 sur 2 immigrés d'origine maghrébine est dans le logement social. Et alors, c'est vrai qu'on dit ça fait des ghettos, qu'on vient d'avoir l'idée que c'était peut-être pas une bonne idée de mettre tous les pauvres ensemble. Bon, ça fait un moment qu'on le dit, mais pourquoi pas. Mais il faut bien se rendre compte que des tas de gens qui sont sur des listes d'attente et qui voient des familles qu'on va parce qu'elles ont droit au logement opposable, parce qu'on sont dans une situation de plus grande pauvreté qu'elles, même si elles, c'est pas non plus génial. Elles ont ces logements et eux ne les ont pas, crée effectivement une tension réelle. Et dire, il faut construire, oui, mais on construit où ? Et on ne veut pas de tour, et on ne veut pas ci, et on ne veut pas là. La question du logement, je crois, est une question extrêmement importante dans l'immigration, et elle est vécue au quotidien. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait préférer l'aide à la personne à l'aide à la pierre ? Alors, on a fait l'aide à la pierre pour justement éviter la question de l'aide à la personne. Tu as parfaitement raison. Mais c'est, je crois, une question importante qu'on ne pose pas. Elle est toujours mise en dessous. Et pourquoi ? Parce que les bailleurs sociaux préfèrent des gens qui ont l'aide au logement parce qu'ils la touchent et donc ils ont une partie sûre du loyer. Avec les autres, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc on va dire, mais c'est normal, les plus démunis ont besoin de logement. Oui, à part que j'allais dire que ce mode de vie et cette aide sociale généreuse de la France est généreuse avec
tout le monde. C'est le résultat de combats menés Par d'autres. par d'autres pendant des années et des années. Et voir les gens en profiter tout de suite comme ça, sans qu'ils aient eu à montrer patte blanche, qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même comme ça que c'est vécu, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne voudrais pas qu'on mette sous le silence les difficultés que vivent beaucoup quand même de nos concitoyens face à l'immigration. Nicole Nisotto. Juste une remarque d'énervement final. Je crois que là aussi, Béatrice met le doigt sur le nombre de problèmes très importants qui sont liés à la question de la migration et qu'on ne traite pas parce qu'on serait amené peut-être à dire des choses un peu scandaleuses. Et donc, ce qui prime aujourd'hui dans le débat, et au Sénat, c'est presque caricatural, c'est la politique politicienne. Donc, du côté du gouvernement, on a l'impression que M. Darmanin est prêt à accepter n'importe quelle concession parce que l'objectif, c'est d'éviter à Mme Borne un, je sais plus, 12e ou 13e 49.3, et puis c'est pour M. Darmanin d'avoir sa loi. Et du côté de la droite, là, c'est encore plus scandaleux parce que ce texte est quand même un texte, entre guillemets, inspiré par l'idéologie de droite, et plus sur la répression que sur l'accueil. Et la droite fait mauvaise figure, ne veut pas voter, fait de la surenchère. Retailleau fait de la surenchère alors qu'ils ont gagné dans cette loi d'une certaine façon. Et donc les deux sont parfaitement énervants. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième sujet que nous avons retenu, celui des élections récentes en Pologne. L'opposition centriste pro-européenne y a remporté la majorité parlementaire, législative du 15 octobre. Elle a battu les populistes nationalistes du parti Droit et Justice, le PiS, au pouvoir depuis 2015, et l'extrême droite. Les trois partis démocrates disposent à la diète d'une majorité de 248 sièges sur 460 et de 66 sur 100 au Sénat. Le chef de la coalition civique, Donald Tusk, ou Tusk, je ne sais pas, Nicole sait comment on prononce. Tusk, alors Donald Tusk, est pressenti pour redevenir Premier ministre, ce qu'il avait déjà été entre 2007 et 2014, et il devra faire face à une opposition résolue du parti PiS, fort de 194 élus, ainsi qu'à une cohabitation houleuse avec le président Andrzej Duda, issu lui aussi du PiS, au moins jusqu'à l'élection présidentielle de 2025. La participation électorale record de 73,9% a été permise grâce à une mobilisation des femmes et des jeunes dont la participation a atteint 68,8% selon l'Institut de sondage Ipsos. La question de l'interdiction de l'avortement par le PiS et sa politique sociétale très conservatrice ont été déterminantes pour cet électorat. L'un des premiers défis auxquels le gouvernement nouveau sera confronté sera de maintenir ou non le niveau de dépenses sociales pour les Polonais, pierre angulaire de la politique menée par le PiS. Sur ce plan, la pression du marché déjà nerveux, mais aussi celle des agences de notation, monte. Si la bourse de Varsovie et le zloty ont bondi après la victoire de l'opposition, l'Union européenne prévoit un taux d'inflation de 11,4% en 2023 et une croissance faible de 0,5% du PIB. Toutefois, les marchés comptent sur une détente vis-à-vis de Bruxelles où 36 milliards d'euros destinés à la Pologne sont aujourd'hui gelés, tant que Varsovie ne respecte pas l'indépendance des juges. La Pologne a d'autant plus besoin de cet argent qu'elle a accueilli plus d'1 million de réfugiés ukrainiens et qu'elle est en train de moderniser son armée. Dès le 25 octobre, Donald Tusk s'est donc rendu à Bruxelles. La Pologne, qui a envoyé des quantités d'armes et d'aide à Kiev, joue un rôle clé dans le transit pour les approvisionnements occidentaux, mais la décision de Varsovie d'arrêter les importations de céréales ukrainiennes pour protéger ses propres agriculteurs a irrité l'Ukraine et Varsovie a menacé de restreindre ses livraisons d'armes. Les tensions devraient persister également sur la question migratoire. Tusk a promis à son électorat de ne pas céder sur la relocalisation des migrants européens, l'électorat polonais y restant opposé à 80%. Le PiS, qui reste numériquement le premier parti du pays, va tout faire pour conserver les postes et l'ossature administrative qu'il a bâti en 8 ans, tandis que le président Andrzej Duda peut bloquer certaines législations par son veto. La future coalition majoritaire devra concilier de nombreux courants politiques allant de la droite démocrate chrétienne à la gauche laïque et progressiste, et elle se heurtera à l'état profond installé par le PiS, notamment dans la justice et au tribunal constitutionnel. Sur cette question, Nicole Nisotto.
Alors, j'ai beaucoup, beaucoup critiqué la Pologne régie par le PiS dans cette émission et ailleurs. Je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit. Je vais me réjouir des récentes élections en Pologne et de la défaite du PiS, sans pour autant penser que tout est réglé et que la Pologne est redevenue un pays parfaitement démocratique. Alors d'abord, effectivement, il y a 3 bonnes nouvelles dans cette élection. Premièrement, la défaite du PiS, qui est une défaite relative, parce qu'il reste quand même le premier parti de Pologne, mais ils n'ont pas assez pour faire une coalition majoritaire. Deuxième bonne nouvelle, donc la victoire de la coalition menée par l'ancien président du ancien Premier ministre, ancien président du Conseil, ancien président du Parti populaire européen au Parlement, Donald Tusk, avec sa coalition. Donc, ils ont eu 52% des voix et ils auront une majorité parlementaire. Et la troisième bonne nouvelle, vous l'avez dit, c'est la mobilisation très importante des femmes et des jeunes dans cette élection. Pour autant, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de nuances à apporter à cette victoire de Donald Tusk et de la démocratie en Pologne. Premièrement, première nuance, dans le contexte européen, la Pologne, effectivement, est revenue dans la norme démocratique, mais au même moment, pratiquement, la Slovaquie est tombée dans l'écueil du populisme avec la victoire de Robert Fico aux récentes élections législatives. Donc, on a l'impression, il y en a un qui sort par la porte et l'autre qui rentre par la fenêtre. Donc, c'est vrai que le populisme peut être battu, il l'a été en Pologne, mais c'est vrai que la démocratie aussi peut être battue, elle l'a été en Slovaquie. Et quand on regarde Hongrie, Slovaquie, Italie, là, il y a un noyau dur de populisme très puissant, plus Estonie, Finlande, Suède, etc. Donc, voilà, c'est bien, mais si on regarde le contexte européen, la bête immonde est encore là, si je puis dire. Deuxième nuance, la situation en Pologne est très complexe. Le PiS a perdu les élections, mais il garde les verrous dans énormément d'institutions essentielles, le tribunal constitutionnel, la Cour suprême, la télévision publique, la Banque centrale et la présidence de la République. Et alors, contre toute attente, ça c'est vraiment la force du PiS ou l'inconscience du PiS qui est en jeu, le président Andrzej Duda a d'abord nommé comme Premier ministre, pour tenter de faire un gouvernement, l'ancien Premier ministre, c'est-à-dire le PiS. Et donc, à la surprise générale, alors le PiS a perdu les élections, mais le président demande au PiS de former le gouvernement. C'est constitutionnel, effectivement, c'est le parti qui arrive en tête qui doit... Voilà. Maintenant, on va voir si il est démis par le Parlement, et à ce moment-là, ce sera Donald Tusk qui sera clé, mais on a déjà perdu 3 mois, on aura perdu 3 mois, soit par une combination dont les Polonais ont aussi l'habitude, il peut se maintenir. Et troisième élément, donc Donald Tusk sera en cohabitation forcée avec le PiS. Et donc, les réformes qu'il pourrait faire, aussi bien sur l'avortement, seront... le président a un droit de veto sur un certain nombre de réformes judiciaires. Et donc, il va avoir du mal à témoigner du retour de la Pologne dans l'état de droit. Matthias Fekl. Alors, quelques points en complément. D'abord, à quoi ressemble un pays qui a été gouverné par l'extrême droite ? Je pense qu'il est important de le rappeler, y compris pour ceux qui se poseraient la question en France. C'est d'abord un pays dans lequel les minorités sont opprimées. Vous savez tous ce qui est arrivé pour les LGBT, avec y compris des zones dans lesquelles ils n'avaient pas droit d'aller ou de se montrer, l'horreur absolue au cœur de l'Europe. C'est un pays dans lequel les droits des femmes sont remis en cause les uns après les autres. C'est un pays où les étrangers, évidemment, sont pour le moins stigmatisés. C'est un pays dans lequel la presse et en particulier les médias publics font l'objet d'une mainmise absolue et deviennent des outils de propagande absolument redoutables. Et la campagne électorale, là, qui vient de se terminer, l'a encore montré. Et c'est un pays dans lequel les forces de l'ordre, l'armée sont utilisées, y compris dans des quasi-événements de campagne. C'est aussi un pays dans lequel la justice, et en particulier la Cour suprême, depuis la réforme judiciaire de 2015, est soumise au pouvoir exécutif. Et là aussi, je le dis parce qu'on se sent quand même beaucoup monter dans notre pays, et y compris dans ce qui était à l'époque une droite conservatrice respectable et républicaine, la contestation des cours suprêmes,
la contestation du gouvernement des juges constitutionnels, la contestation de la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ça, ça mène à un endroit bien particulier ou vers un type de configuration bien particulier, c'est ce qu'on connaît en Pologne. Et un état de droit sans Cour suprême et sans Cour constitutionnelle, ça n'existe pas. Ça, c'est la première série de notations. La deuxième, c'est de dire, même si je me réjouis évidemment que l'opposition est une majorité et représente plus de 50% des électeurs, l'extrême droite reste très puissante et le pays reste clivé. Il le reste entre la partie orientale et la partie occidentale. Il le reste aussi entre le rural et l'urbain. Et là aussi, au moins pour ce qui est du rural et de l'urbain, c'est des choses à regarder de près, parce que c'est des évolutions que nous connaissons aussi en France et ailleurs. Et puis après, il y a ce qui va se passer maintenant. Les choses vont être compliquées. Moi, je rejoins ce qui a été dit par Nicole avant. Il y a d'abord la question d'un possible blocage institutionnel, ou en tout cas de difficultés institutionnelles, à la fois par le tribunal constitutionnel, qui jusqu'à nouvel ordre est entièrement composé d'hommes nommés par l'extrême droite, et puis aussi à cause du rôle du président, qui a un droit de veto, et vu qu'il n'y a pas la majorité des 2/3 au Parlement pour pouvoir aller contre ce droit de veto, ça risque quand même d'être intéressant, parce que le président Duda, même s'il n'est plus membre du PiS, en est issu, et en reste par bien des aspects assez proches, donc avec le rôle aussi, évidemment, en arrière-plan des leaders du PiS et de la dynamique qui va ou non se créer. Il y a la question du rapport à l'Europe. Est-ce qu'un gouvernement pro-européen va finir par se mettre en place et réussir à reconstruire une relation plus apaisée avec l'Union européenne, à obtenir aussi le déblocage des centaines de millions d'euros du Fonds européen de relance qui sont aujourd'hui gelés? Et puis, il y a le rôle que peuvent jouer notamment la France et l'Allemagne à travers, si un gouvernement pro-européen se remettait en place, la réactivation du triangle de Weimar. Vous savez, ce format dans lequel la France, l'Allemagne, la Pologne travaillent ensemble et essayent de faire des propositions communes à l'Union européenne. C'était une manière très intéressante d'arrimer la Pologne à l'Union et de l'intégrer dans un des formats que le moteur franco-allemand peut proposer. Un tout dernier mot pour dire que la Pologne, contrairement à beaucoup d'autres États, n'a pas du tout fait son travail de mémoire, que l'histoire, et en particulier l'histoire des années 30 et 40, est quelque chose qui n'a jamais vraiment fait l'objet me semble-t-il, d'un travail de mémoire, tout simplement, suffisant par le pays. Donc ça, c'est évidemment aussi des choses qui peuvent jouer. Parce que sans doute, de ce point de vue-là, un pays qui n'est pas encore totalement en paix avec son passé, faute d'avoir fait ce travail-là. Béatrice Gibelin. Bon, je vais avoir un ton un petit peu moins alarmiste, voilà, parce que c'est quand même assez... Nicole nous a expliqué que tout le mal de la Pologne était passé en Slovaquie, donc tout va bien. Le poids de la Slovaquie n'a rien à voir avec celui de la Pologne, c'est-à-dire que la Pologne, c'est un des poids lourds, ne par que sa population dans les 27 de l'UE. La Slovaquie, sans vouloir vexer les Slovaques, c'est un petit pays, et qui n'a pas du tout le même poids. Donc, si l'un en sort et que l'autre entre, je préférais que ce soit la Pologne qui en sorte et que ce soit la Slovaquie qui y rentre. Ceci étant dit, c'est une extraordinaire victoire, compte tenu justement de tous les moyens qui étaient entre les mains du PiS. Ils ont changé la loi électorale en février, avec faisant des nouvelles circonscriptions plus petites, avec plus de monde en milieu rural. Enfin, ils ont absolument tout mis, transport gratuit pour les vieux pour pouvoir aller voter et obligeant les petites villes à le mettre en place pour les emmener. Donc, multiplication des bureaux de vote dans les villages et dans les petites villes, en diminuant le nombre de bureaux de vote dans les grandes villes. Donc, preuve qu'ils n'étaient pas si tranquilles que ça, parce qu'ils se sont mis vraiment à mettre les moyens, un matraquage sur la télévision complètement. Et malgré tout ça, ils ont perdu.
Alors, ça veut bien dire qu'il y a quand même des choses qui se passent profondes dans le cadre de la Pologne. Et que l'électorat, on le sait, mais ça a déjà été dit, mais je le redis, c'est un électorat de personnes âgées sur la partie orientale, essentiellement. Alors, on retrouve effectivement la vieille fracture entre l'ouest et l'est de la Pologne, liée à son histoire, évidemment, et à sa disparition, d'ailleurs, pendant quelque temps, incontestablement. Mais enfin, il n'y a pas une grande ville qui soit tenue par le PiS. Aucune. Donc, j'allais dire, leur base électorale, elle est nécessairement fragilisée. Quelle est la part de jeunes qui votent aujourd'hui pour le PiS ? Très, très faible. Et il y a eu une vraie extraordinaire mobilisation. Donc pour moi, c'est quand même une évolution profonde de la société polonaise. Alors, tu as raison, Mathias, sur le plan mémoriel. Et le PiS a rejoué un récit, un narratif, comme on dit aujourd'hui, de l'histoire de la Pologne, qui est digne de celui qu'a écrit Poutine en Russie. Mais il y a des jeunes historiens polonais de grande qualité qui font ce travail. Ce n'est pas parce que le PiS revoit les manuels scolaires que rien ne se fait. Si vous voulez, c'est un peu comme l'Ukraine. L'Ukraine avait énormément de mal à regarder son passé, mais il y a un travail d'historien en Ukraine qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est un des effets, je vais dire, d'appartenance à l'UE. Parce que ces jeunes Polonais se déplacent, moi j'en vois dans les universités, et ils sont, j'allais dire, ils ont de l'appétit, si tu veux, pour comprendre ça. Ça ne veut pas dire pour autant que la Pologne ne soit plus du tout antisémite, je ne dis pas ça, mais qu'il y ait toute une partie des gens qui veuillent bien regarder les choses, ça me semble extrêmement important. Et je reviens à Duda. Duda a quand même quitté le PiS. D'accord, il reste proche, mais il est quand même sorti du parti. Et je veux dire, les situations font aussi pression sur les gens. Le PiS n'est plus en situation de domination dans laquelle il était, et son leader, parce que c'est lui qui compte plus que le président à la limite et plus que le Premier ministre, c'est-à-dire Jarosław Kaczyński, il a 74 ans et il a quand même subi une défaite, puisqu'il n'arrive pas à cette coalition. Donc, moi, je me dis, Duda, il est dans une autre configuration et il voit bien qu'une grande partie de la société polonaise ne suit pas les positions du PiS. Alors, ayons un peu d'espoir. Marc-Olivier Padis. Oui, je trouve que c'est effectivement quand même une très bonne nouvelle et c'est la réponse à une question qu'on pouvait se poser. C'est est-ce que le chemin vers des régimes populistes est à sens unique ou est-ce qu'il y a un chemin de retour ? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en revenir. Et donc, peut-être que la Hongrie, un jour, en reviendra, mais dans des conditions très, très difficiles, parce que, comme l'a rappelé Béatrice, le jeu électoral était encore ouvert, mais dans des conditions de campagne où l'équité était largement faussée, où les moyens publics étaient mis au service de la majorité, ou plutôt vraiment pour pilonner l'opposition. Et malgré ça, ils ont réussi à gagner avec un débat qui a eu lieu pendant longtemps en Pologne, savoir s'il fallait une liste unique ou 3 listes, et où finalement Donald Tusk, qui au départ était favorable à une seule liste derrière son nom, ça va sans dire, s'est résolu à l'idée d'une coalition qui finalement lui est effectivement favorable. Donc c'est très, très intéressant de voir cette évolution vers un régime illibéral, mais qui tient quand même sa légitimité des élections et donc qui est obligé de maintenir des élections tout en essayant de fausser le jeu électoral. Eh bien, c'est possible de revenir là-dessus. Et donc c'est une réflexion, je pense, plus large sur le développement de ces autoritarisme ou démocratie illibérale, pour reprendre l'expression qui avait été forgée par Viktor Orban lui-même. Maintenant, la question qui est posée à la Pologne, c'est comment est-ce qu'on fait quand le PiS a essayé de placer des personnes à tous les niveaux de l'État, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière sans être accusé soi-même de faire des purges ? Et c'est la question qui va être
posé pour la télévision publique. Quand le PiS est arrivé, ils ne se sont pas posés de problème. Ils ont viré 134 journalistes. Ça va être difficile pour l'opposition démocratique de faire une purge en sens inverse, en quelque sorte. Il y avait une plaisanterie je ne me souviens plus qui avait trouvé cette formule, dans les années post-89, à propos de la sortie du communisme, qui disait « On sait comment faire une soupe de poisson à partir d'un aquarium, mais personne ne sait comment on revient de la soupe de poisson à l'aquarium ». C'est un peu la même question qui est posée aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rétablit l'état de droit ? Par exemple, les juges qui ont été nommés pour des raisons purement politiques, en dehors parfois même de toute compétence, au tribunal constitutionnel, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend qu'ils atteignent l'âge de la retraite ? Apparemment, certains doivent partir quand même prochainement. Mais est-ce qu'on risque pas d'être accusé de faire soi-même des nominations politiques à tous les postes ? Donc, c'est un problème difficile. Alors, sur le droit des femmes, je pense qu'ils vont pouvoir rétablir les choses assez rapidement, revenir contre des mesures discriminatoires sur les minorités sexuelles. Mais il y a la question, effectivement, vis-à-vis de Bruxelles, parce que Bruxelles attend que l'état de droit soit rétabli pour débloquer les 35 milliards du fonds de relance post-Covid. Mais comment est-ce qu'on rétablit l'état de droit et qu'est-ce qui sera suffisant comme signal aux yeux de Bruxelles ? Officiellement, c'est la situation des juges, c'est la nomination des juges et le fait que le pouvoir judiciaire échappe au pouvoir exécutif. Ouais. Donc, on retombe sur le problème précédemment. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont été déjà nommés et qui peuvent bloquer ? Alors, voilà, ça c'est une question. Mais effectivement, il y a quand même une légitimité très forte de la nouvelle majorité. Quand le PiS a été élu en 2014, le taux de participation était de 50%. Et donc, les électeurs qui avaient voté pour le PiS étaient 5 millions. Et là, la majorité, avec un taux de participation supérieur à 70%, c'est 11 millions. Donc, il a un rapport de force à faire jouer. Et puis, Douda, son mandat s'arrête en 2025. Donc, il y a des gens qui sont pour un rapport de force très dur, d'autres qui disent on va attendre, on va y aller calmement. Je pense que les relations avec l'Europe vont quand même se rétablir, et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que ce qui a fini par inquiéter quand même les Polonais, on peut juste ajouter que parce que c'est pas un vote d'adhésion massif à Donald Tusk. Hein. Les électeurs qui ont voté pour l'opposition, qui est aujourd'hui la majorité, étaient à 45%, disaient qu'ils adhéraient vraiment aux idées à 45%. Donc c'est à 55%, c'est un vote de rejet du PiS. Mais parce que les Polonais ont eu peur d'être isolés. C'est-à-dire que le PiS était évidemment très hostile aux Russes, mais il était aussi très hostile à Bruxelles, qui voyait comme la nouvelle Moscou. Alors ils étaient aussi très hostiles à l'Allemagne. Ils étaient quand même pas enchantés par l'Amérique de Biden. Donc, il y a un moment, ça fait beaucoup quand on est contre tout le monde et qu'on se fâche en plus avec l'Ukraine. Alors là, les Polonais étaient vraiment commençaient à être très inquiets. Nicole Niesotto. Oui. D'abord, un mot sur Donald Tusk, parce que c'est amusant. C'est un homme politique rompu qui a... Sous son mandat de président du Conseil européen, il a eu à gérer l'élection de Trump, le Brexit. D'abord, 2015, les attentats, les réfugiés, Trump, le Brexit. Donc, il connaît les crises. Mais c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et c'est lui, notamment, quand Donald Trump avait été élu, qui avait eu cette phrase « Quand on a des ennemis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis ». Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Donc voilà, sur Tusk, je pense que le personnage lui-même, en tout cas, inspire confiance aux dirigeants européens. Un mot malgré tout, sur cette société polonaise qui est effectivement, comme vous l'avez dit, divisée, frustrée, etc. Mais il y a quand même un point de consensus. Il y a 2 points de consensus dans cette société. C'est le refus de l'immigration. Ça, Donald Tusk et le PiS sont exactement sur la même ligne. Et deuxièmement, la défense de l'agriculture polonaise, qui est un intérêt vital national pour la Pologne. Et donc, par rapport, dans ses relations avec Bruxelles, je crois que cette nouvelle Pologne, qu'on espère effectivement dirigée par Tusk avec beaucoup plus de pouvoir que ce que je crains moi, eh bien, il y aura quand même une friction avec la politique européenne sur l'immigration et une friction sur l'Ukraine, sur l'aide à l'Ukraine et sur l'élargissement de l'Union,
qui apparemment apparaît inévitable, les Polonais voudront absolument préserver la PAC. Les subventions qu'ils ont de la PAC, c'est le premier bénéficiaire net de l'Union européenne, et on risque d'avoir une Pologne qui deviendrait de plus en plus rétif à l'aide à l'Ukraine à cause des agriculteurs polonais. Je vous remercie. Nous avons atteint l'heure de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en disant que, comme je le disais tout à l'heure, le 1 vient de perdre l'un de ses deux fondateurs, Laurent Grelzamer, qui, en 2014, avait fait avec Éric Fotorino le pari très audacieux de lancer un hebdomadaire au format étrange, ne traitant chaque semaine qu'une seule question d'actualité. 2 ans plus tard, le budget du 1 avait atteint l'équilibre. Quant à nous, à peine étions-nous amenés à quitter Radio France que les fondateurs du 1 m'offraient leur soutien moral et matériel. Il a été décisif. Ajouté à cela que pendant 6 ans, Laurent Grelzamer nous a suivis attentivement, me faisant part de ses réactions, me suggérant des thèmes ou des invités. Son élégance était dans sa tenue autant que dans son travail, et dans son travail autant que dans ses façons d'être, à la fois discrète et savante, sérieuse et piquante. C'était un être de raison, animé d'une curiosité scrupuleuse, qui a publié une biographie d'Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, un remarquable dictionnaire Michelet, un livre qui a renouvelé le regard sur Alfred Dreyfus, des ouvrages sur des peintres qui le passionnaient, Nicolas de Staël, Picasso, Gérard Fromanger. Avec Claire, son épouse, il a signé un captivant dictionnaire George Sand. Et malgré tout ça, une chanson de Brassens lui allait comme un gant, dont le refrain dit « C'est un modeste ». Il m'avait averti qu'on lui avait découvert une maladie rare, une amylose, qui part de la moelle osseuse, dérive dans le sang et s'attaque au cœur. Son cœur a lâché mercredi. Son dernier message me disait à quel point les équipes médicales sont formidables. Dès son origine, le 1 a fait place à la poésie et publie un poème chaque semaine, et je dédie au souvenir de Laurent Grelzamer ce poème de Norge intitulé « On ne verra plus Robert ». Le voici comme il est pâle. Il sourit d'un œil lassé et presque tout son ovale de visage est effacé. Un oiseau qui le traverse n'a même pas tressailli. Puis on dirait qu'une herse s'abaisse entre nous et lui. Le petit ourlet moqueur de sa lèvre s'agrandit, et son pouvoir sur nos cœurs s'agrandit comme ce pli. Marc-Olivier Padis. Merci Philippe. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette semaine le livre de Sylvie Kaufmann, Les Aveuglés, sous-titré « Comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie », publié chez Stock. Sylvie a passé 1 an à Berlin pour préparer ce livre où elle était invitée, et elle s'est rendue compte en arrivant en Allemagne que ce pays était sous le choc après l'attaque russe du 24 février 2002, sous le choc parce que 22. C'était une remise en question d'un consensus politique très fort en Allemagne de la politique russe allemande qui visait à sécuriser les approvisionnements en gaz, mais pas seulement, qui était aussi la continuation de l'Ostpolitik entamée pendant la guerre froide et poursuivie, et dont le SPD était très très fier. Et donc cette remise en cause allemande, cette introspection générale, qui a visé aussi certains responsables politiques comme Gerhard Schröder, mais plus largement a conduit à une interrogation sur pourquoi justement l'Allemagne a cru pouvoir voir en Vladimir Poutine un Allemand au Kremlin, selon l'expression d'un livre publié en allemand. Et donc, Sylvie Kaufmann a pu interroger beaucoup de témoins, de diplomates, de responsables politiques, de gens qui ont été impliqués directement, qui ont participé. Donc, c'est un livre très vivant parce qu'elle raconte des négociations, des sommets européens, des rencontres et tous les, finalement, les signaux qu'on a manqués année après année, depuis 2000, qui auraient dû nous alerter sur ce qui était la stratégie
profonde du Kremlin et qui a débouché sur cette tentative d'invasion de l'Ukraine. Et la question que se pose Sylvie Kaufmann, parce qu'elle parle, là je parle beaucoup de Berlin, elle parle aussi de Paris, mais la question qu'elle pose, c'est que est-ce qu'en France va s'ouvrir un débat aussi large, une introspection aussi large sur la politique russe de la France ? Nicole Nisotto. Moi, je voudrais partager avec vous une découverte qui est celle du prix Nobel de littérature, John Fosse, que je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu son théâtre non plus. Et donc, j'ai lu un petit roman, il n'a pas fait beaucoup de romans, mais j'ai lu un petit roman qui s'appelle Matin et soir et qui est absolument formidable. Alors, sur le fond et la forme, d'abord, sur le fond, c'est un livre dont le premier chapitre raconte la naissance d'un fils de pauvres pêcheurs norvégiens. Donc, on assiste à cette naissance par le monologue intérieur du père, qui est dans la salle à côté de la salle d'accouchement chez lui, dans la chambre, et qui pense, qui se dit tout ce qu'il va pouvoir faire avec ce fils, comme c'est formidable, etc., etc. Donc, un grand monologue intérieur qui est complètement prenant. On a l'impression d'être soi-même ce père qui attend la naissance. Et puis, le reste du roman, donc les 4 derniers chapitres, c'est ce petit garçon, donc appelé Johannes, qui est maintenant un vieil homme. Il a 74 ans. Et de même qu'on a vu le premier jour de sa vie, le reste du roman, c'est le dernier jour de sa vie. C'est lui aussi un pauvre pêcheur norvégien qui a eu... Et il ne sait pas que ce matin où il se lève, c'est le dernier jour de sa vie. Il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Il pense à sa femme morte, à ses 9 enfants, dont certains ont disparu. Il pense à ses amis. Il sort, il prend un café, il fume une cigarette. Et en fait, c'est une réflexion sur le passage très doux vers la mort. Et il est accompagné par ses rêves. Et c'est absolument formidable, cette description de la mort comme quelque chose d'amical. Et ce qui est intéressant aussi, moi j'ai vraiment trouvé ça passionnant, c'est évidemment le style de cet homme dont on dit toujours qu'il écrit sans ponctuation, mais c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a très peu de ponctuation dans l'ouvrage, mais c'est qu'il écrit des monologues intérieurs et donc des phrases très répétitives qui ne se terminent pas forcément parce qu'il passe d'une idée à une autre, mais on a une grande cohérence malgré tout dans les souvenirs de cet homme. Et moi j'ai trouvé ça captivant. On ne peut pas lâcher ce monologue alors qu'il ne se passe rien, il est juste en train de mourir. Matin et soir. Matthias Fekl. Je me joins d'abord au magnifique hommage qui a été rendu à Laurent Gelsamer et auquel il n'y a pas un mot ni à retrancher ni à ajouter. Je conseille, par ailleurs, si vous passez par Berlin, de visiter la maison du peintre Max Liebermann. Il y a bien sûr sa maison au cœur de la ville, entre la porte de Brandebourg et l'ambassade de France, mais je parle ici de son havre de paix au bord du Wannsee. C'est l'occasion d'admirer les tableaux de ce maître de l'impressionnisme allemand. Mais dans une autre villa, à proximité, eut lieu la sinistre conférence de Wannsee, où fut décidée l'extermination de tous les juifs d'Europe. Liebermann est mort avant la confiscation de sa maison en tant que bien juif. Sa veuve s'est suicidée pour échapper à la déportation. La villa est ensuite tombée dans l'oubli pendant des décennies. Enfin, elle a eu différents usages bien loin de sa destination initiale. Mais depuis une vingtaine d'années, des bénévoles passionnés ont reconstitué le magnifique jardin tel que créé par Liebermann à partir des tableaux du maître et de photographies, l'art inspirant à son tour la réalité. À l'heure où l'antisémitisme connaît une folle recrudescence à travers le monde, cette visite rappelle aussi ce que nous savons depuis Zweig et depuis Semprún. Il n'y a qu'un pas de la civilisation à la barbarie. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, ce sera un hommage à Éric Fotorino, qui est effectivement un de nos soutiens du Nouvel Esprit Public, bien sûr, avec son extraordinaire et émouvant dernier ouvrage, Mon enfant, ma sœur. C'est un merveilleux livre, c'est un très long poème, sans la moindre ponctuation, qui s'écoule comme ça pendant presque 300 pages, et qui est en fait la quête, qui deviendra une enquête d'ailleurs, de sa sœur, dont il apprend par sa mère, devant lui et ses 2 autres frères, j'ai eu une fille, on me l'a enlevée. Et cette phrase, qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier chapitre de son roman 17 ans, ça démarre là-dessus. Et cette phrase va
vraiment le hanter, l'occuper très très longtemps. Et ce qui est assez étonnant, il est appelé pour faire un débat à la librairie Mola, grande librairie de Bordeaux, et il arrive un peu en avance. Alors il cherche qu'est-ce qu'il va faire, comment il va s'occuper, et puis il se souvient que on lui avait dit que sa mère avait accouché place des Martyrs de la Résistance, et il tape sur son téléphone et il voit qu'il est à 800 mètres. Oh, il dit je vais y aller, et il part là-bas et il tombe heureusement sur une vieille femme qui dit: «Oh ben, ils sont plus là depuis longtemps, elles sont parties, c'était des bonnes sœurs, oui, on y a couché, et c'était le lieu d'adoption dans l'illégalité, comme on l'a eu en Irlande, comme on l'a eu en Espagne», et elles ont quitté ce lieu en 1977. Et c'est extrêmement émouvant parce que c'est à la fois, il pose des questions. Il a démarré d'ailleurs, il dit: D'habitude, je fais des tapuscrits, et là, j'avais un carnet et j'ai posé des questions. Qu'est-ce que ça aurait été notre enfance si tu avais été là? Quelle est la couleur de tes yeux? Est-ce que tu pourrais avoir peut-être des grains de beauté comme maman? Et puis, du coup, il s'interroge aussi sur la tristesse de sa mère. Il se souvient que sa mère se couchait tous les ans, pendant 24 ou 48 heures, le 10 janvier. Et il ne savait pas pourquoi. C'était le jour de la naissance de cette petite fille. Petite fille qu'elle n'a pas touchée, qu'elle n'a pas pu vraiment prendre dans ses mains, qui lui a été arrachée tout de suite, parce que sa mère n'a pas supporté qu'elle soit une deuxième fois fille-mère. Et Eric dit: c'est mes premiers souvenirs, parce que j'étais dans la pièce à côté, j'ai pas vu l'accouchement, mais c'est magnifique, c'est d'une sensibilité, c'est vraiment un très très grand littérateur. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire répond à toutes les questions et à tous les problèmes qui se posent à notre plateforme ou sur notre plateforme de financement, Mathéo Gillet, qui a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique cette conversation, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le 2e épisode de notre conversation avec Constance Rivière, la directrice du musée de l'immigration. C'est un moment particulièrement choisi pour aller visiter cette remarquable exposition. Donc ce sera notre deuxième épisode de notre conversation avec elle. Et puis dimanche prochain, rendez-vous pour un nouvel Esprit public. Merci beaucoup.